Oui, moi je remarque en fait qu'il s'agit aussi beaucoup de parvenir à étudier la terminologie, c'est-à-dire d'arriver à trouver des définitions précises qui emportent justement ces objectifs politiques. Alors moi je souhaiterais revenir par exemple sur la notion de gratuité. Il se trouve que à la fois en tant qu'artiste qui pratique collectivement un art des communs et à la fois en tant que membre de l'Université du bien commun, par exemple, où j'organise en mars une session autour de la question de la gratuité, où j'ai invité Jean-Louis Sagot-Duvauroux, par exemple. Enfin, je remarque en préparant ça et en ayant fait des films autour de ça qu'effectivement, le jeu, c'est de ne plus la notion de gratuité elle-même qui est complètement dévoyée par les usages Internet, les GAFA, etc., sur une gratuité instrumentalisante d'une certaine manière, hein, puisque vous avez accès à des logiciels gratuits, mais en contrepartie, chaque clic permet... Bon, on connaît tout ce système-là, mais du coup, on est obligé de déplacer cette notion de la gratuité vers l'acte gratuit. Par exemple, j'en ai discuté avec Antoine Moreau, qui a travaillé qui est le créateur de Copyleft. Bon, on voit bien toutes les pratiques du copyleft par rapport au copyright. Bon, et lui parle justement, ne veut plus employer le mot gratuité, mais parle d'acte gracieux. C'est-à-dire toute cette définition que Geneviève vous avez donnée de ça, mais qui du coup ne correspond plus aux usages dominants d'une certaine manière dans le monde. Est-ce que je m'exprime bien là? Oui. Donc, ça veut dire qu'on est dépossédé, par exemple le mot gratuité, on en est dépossédé. On est obligé de passer par toute une série d'autres locutions pour pouvoir dire, voilà, c'est de ça qu'on parle. Mais la gratuité, elle n'existe plus, enfin, en tant que telle. Donc, si on peut revenir là-dessus. Geneviève, juste un mot peut-être de liaison, parce que John Jordan et Isabelle Frémaux, qui ne seront donc pas là demain pour cause de cas contact, avaient prévu de parler de la question de la grâce. Alors, vous parlez de faire gracieusement. Effectivement, c'est lié à la gratuité, la deuxième dont tu parlais, et il disait que historiquement, la grâce, c'est dire merci. Rendre grâce, c'est dire merci. Et que justement, par rapport à ce que tu évoquais sur cette affaire de rendre grâce, de dire merci à ce don premier de la terre et du vivant, qu'on a un petit peu oublié, eux disaient transposer dans le domaine de l'art aujourd'hui, puisque ce sont des artistes activistes, ils disaient le problème de l'art contemporain principal, c'est de ne plus rendre grâce et du coup d'être absorbé par le marché. Bon, ben, je suis d'accord. Non, ce que je voulais juste dire sur la gratuité, je comprends ce que vous voulez dire. Je ne parlais pas de cette gratuité-là. Hein, c'est comme les journaux gratuits, etc. Bon, là, il n'y a rien de gratuit là-dedans. Voilà, ça coûte même très cher. Et les GAFA nous coûtent très cher. Et cette captation des données nous coûte excessivement cher. C'est un coût social absolument monstrueux. Donc, il n'y a pas de gratuité du tout. C'est très cher, au contraire. Mais oui, bon. Alors après, il faut se rapproprier la gratuité au sens de grâce, je suis d'accord. Mais, par exemple, il y a des groupes alternatifs qui pratiquent dans des cantines, etc., de prix libre. L'autre jour, on s'est retrouvé à Toulouse devant un magasin qui vend des plantes vertes. Et la jeune fille pratique les produits, le prix libre dans un magasin qui est normal, entre guillemets, sur rue. Bon, je trouve ça intéressant, le prix libre. Pourquoi? C'est pas la révolution, hein, mais au niveau de la réflexion, c'est que ça m'oblige moi aussi à réfléchir à la question du prix, c'est-à-dire du coût et de ce que je suis prête, ce qui compte, et ce que je suis prête à donner.
enfin, à donner, à payer. Donc, hein, c'est pas de la gratuité, ça, mais c'est toute une réappropriation. Non seulement on a été désapproprié de la gratuité, etc., mais c'est une réappropriation de la reconnaissance de l'autre aussi, de son travail, de son activité, de son. C'est un travail de reconnaissance aussi, de reconnaissance, et donc de gratitude. C'est ça, hein, c'est grâce, c'est gratitude. D'ailleurs, il y a tout un travail qui a été fait sur la grâce et le don. Le système du don, le système de la grâce s'appuie à des imaginaires souvent religieux différents. Hein. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Il y a de la fausse gratuité. Donc, par exemple, des communautés, une commune aujourd'hui qui décide de mettre les transports gratuits. Vous avez un débat. Beaucoup de gens sont convaincus que si on met les transports gratuits, ça va être n'importe quoi, qu'on va beaucoup y perdre, que les gens vont faire n'importe quoi dans les bus, alors que les expériences qu'il y a eu de transport gratuit montrent au contraire une amélioration de ce qu'on appelle la civilité. C'est une forme de gratitude, je pense, c'est-à-dire, hein, c'est ce que disait Mauss un peu, dès lors qu'il y a le geste du don, parce que la gratuité, c'est je te donne, eh bien, il y a, et ça suppose toute une structure sociale, peut-être mentale, hein, le fait qu'il y ait ce geste du don, il y a le geste de recevoir qui est celui de la gratitude, et non pas de ça m'est dû. Avec quand même une petite réserve là-dessus, hein, c'est que souvent, et c'était le cas de la ville de Colomiers qui a mis en place ce système, hein, parce qu'il paie le service. C'est un service différé, c'est-à-dire que c'est la commune qui paie le transport public qui est gratuit ensuite pour les personnes. Hein. Donc on peut aussi arriver avec le même phénomène que ça. Hein. Bon. Alors, Manola. C'est le masque qui te fait mal aux oreilles. Ouais, il faut changer d'élastique. Je tiens le micro. Merci beaucoup. Moi, je voulais revenir à ce que vous disiez dans le premier exposé concernant les mérites de l'écoféminisme à remettre sur le devant de la scène des activités de reproduction, d'entretien, etc., qui ont été complètement dévalorisées par rapport aux activités productives. Moi, je suis d'accord que tout c'est que, par exemple, à un moment, Tony Negri appelait le travail affectif, qu'il exaltait à mort dans multitude, etc. Ou le care. Moi, mon problème vis-à-vis de ça, c'est que dans la vraie vie, ces boulots sont faits par des gens dont le travail est effectivement méprisé, dévalorisé, qui sont des femmes, qui, si on se situe dans une perspective d'intersectionnalité, ce sont des femmes noires, pauvres, etc., etc., et que les dames qui prônent le travail affectif, le care, le souci de l'autre, etc., payent la nounou pour leurs enfants, payent la femme de ménage pour leur appartement. C'est ce que disait Illich à un moment contre la société des services. Tout ça, ça aurait un sens. C'est les dames elles-mêmes s'occuper de leurs vieux, de leurs enfants, de leur jardin et leur mari avec. Hein. Donc moi et surtout que c'est un discours de femmes pour les femmes, etc., etc. Au moins, c'est la tournure que ça prend dans l'université dehors, et ça me hérisse le poil. Et l'autre question que je voulais poser, c'était concernant les utopies concrètes ou les utopies réalistes qui étaient dans le titre du deuxième exposé. Alors moi, je voulais savoir si vous faites une différence entre utopie concrète et utopie réaliste, parce que les deux termes s'alternent dans beaucoup de discours, je me pose la question. Et comment définiriez-vous l'une et ou l'autre ? Et après, cette question extrêmement importante de la durée, justement, que vous évoquiez tous les deux, et qui, par exemple, pour revenir à la discipline des étudiants présents dans la salle, en France notamment, et ces dernières années, il y a eu tout ce phénomène d'urbanisme temporaire, intermédiaire, etc., qui a priori ça a l'air très bien parce que c'est effectivement une activité qui a l'air radicale, etc. Mais en réalité, ce temporaire intermédiaire n'est pas
fur et à mesure que les choses se font, il est décidé auparavant avec les institutions qui donnent à ces gens les moyens d'occuper le lieu. C'est qui est à l'origine, par exemple, de l'échec politique total, à mes yeux, d'un lieu comme les Grands Voisins, qui est un premier pas vers une gentrification monstrueuse d'un quartier qui est déjà lui-même gentrifié. Donc cette difficulté à maîtriser cette question du temporaire, un temporaire prévu parce que l'institution nous dit si vous restez quelques mois ou quelques années, ça va parce que le promoteur arrive ensuite et le mètre carré sera encore plus cher, ou un provisoire, un temporaire, un non pérenne qui est négocié au fur et à mesure. Voilà. Bon, j'entends complètement ce que vous dites. C'est qu'il ne s'agit pas de pérenniser la situation actuelle en disant bon, elles sont mal payées, mais c'est très bien, ça entretient. Bon, j'espère que je n'ai pas dit ça. Bon, il ne s'agit pas de pérenniser la situation actuelle. C'est voir comment, dans la situation actuelle, on peut retourner certaines situations de manière subversive. Là, comment dire, j'ai peur de, je ne sais pas comment le dire sans être polémique. Je pense aussi qu'il y a un regard, y compris de femmes, sur tout ce qui est de l'ordre, alors des hommes, mais aussi des femmes, tout ce qui est de l'ordre du nourricier, de l'entretien, extrêmement dévalorisé. Non, et l'homo faber, c'est l'homme technique, c'est pas l'œuvre, dit Hannah Arendt. Moi, je ne parle pas d'homo laborans. Les homo laborans, d'abord, ils sont dans la production, c'est vraiment, et l'homo faber aussi. Il est dans la production, c'est le producteur, c'est la figure du producteur. Bon. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de pérenniser une situation de domination qu'il y a aujourd'hui avec tout ce que vous avez dit concernant ces travaux-là. C'est tenter de se projeter par rapport à ce que nous voudrions. Aujourd'hui, massivement aussi, les secteurs de la production sont menacés de toute façon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, il faut absolument, moi je suis dans une région où c'est l'aéronautique. Bon, donc là, je peux dire que ce sont les activités jugées primordiales par la société qui aujourd'hui sont vraiment prises de plein fouet. Et c'est la même chose pour la voiture, c'est-à-dire les activités qui étaient les activités nobles. Bon. Moi, j'ai plus envie de dire que c'est les activités nobles. J'ai envie de dire, alors évidemment que c'est sécurité pour tous les travailleurs, etc. On peut discuter de comment il faut faire la transition. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de dire que ce ne sont pas des activités nobles, alors qu'elles ont été considérées comme les activités nobles, et tout ce qui était nourricier, ça c'est vraiment, d'abord le progrès technique allait s'en charger, il y avait des machines pour ça, des aspirateurs, tout ce qu'on veut, des moulinex et des pilules pour se nourrir. Franchement, c'était des activités totalement dévalorisées. Des esclaves énergétiques allaient nous faire le boulot à notre place, et on allait pouvoir se libérer totalement du travail, y compris du travail domestique. Bon. Eh bien, là, je pense que c'est une occasion, tu parlais d'un moment. Moi, je trouve qu'on est dans un moment extrêmement important où ce sont ces activités, et il ne s'agit pas de mépriser les gens qui y travaillent, évidemment. Ce sont ces activités qui ont été considérées comme les activités qui étaient la colonne vertébrale de la société. Ce sont ces activités qui se cassent la gueule aujourd'hui, et c'est sans doute de manière durable. Et on peut discuter, hein, je ne pense pas qu'il faille dépenser des milliards pour sauver le statu quo dans ce genre d'activité. Et du coup, le retournement, c'est ça. C'est pas de dire il faut continuer à admirer ces pauvres femmes qui s'échinent. C'est pas ça. Mais et je pense qu'il y a un retournement imaginaire qui est extrêmement important aujourd'hui et que beaucoup en tout cas dans des courants écoféministes, ceci c'est très présent. Et encore une fois, c'est pas valoriser la domination. Voilà, je crois que c'est... Et ce qui me frappe, hein, et j'ai beaucoup aimé les exposés de ce matin pour ça, c'est qu'il y a eu une dévalorisation très forte, très très forte, parce qu'associée aux femmes, enfin, ça s'est construit en même temps, de tout ce qui est de l'ordre du nourricier. C'est très dévalorisé.
Alors que je pense que c'est ça qu'il faut revaloriser aujourd'hui, hein, parce que sinon, et c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Hein, c'est ça que ce qui est nourricier, ce qui nourrit. Et nourricier, c'est pas uniquement nourrir l'estomac, hein, c'est nourrir le corps dans son ensemble, l'esprit, c'est les nourritures intellectuelles, culturelles, tout ce qu'on veut, amicales, amoureuses. Bon, bref, c'est ça, le nourricier. Bon, enfin voilà. Je ne sais pas si j'ai été plus claire là. En tout cas, il ne s'agit pas d'avaliser la domination. Mais il ne s'agit pas non plus pour moi de dire que tout relève du travail, sur le modèle du travail productif. Bon, je ne vais pas lancer le débat parce que je sais qu'il y serait. Je suis un peu, comment dire, par moments, je crains un peu, j'ai lu dans des écrits récents de femmes jeunes, hein, la revendication de considérer tout le travail domestique, toute l'activité domestique comme du travail. Mais à ce moment-là, il y a une partie aussi de l'amour qui va être un travail. Hein. Ça fait partie de la vie domestique. Lire une histoire aux enfants, se marrer avec eux. Si c'est ça, c'est du registre du travail. Tout à l'heure, je disais, il y a eu beaucoup ça dans l'économie solidaire, etc. Une économicisation aussi de choses qui ne sont pas de l'ordre de l'économique. Et qui sont de l'ordre de l'inestimable et qu'on ne doit pas compter. Alors, j'ai oublié de le dire dans mon exposé. Je pense, on en parlera demain sur l'éthique, justement. Il y a des choses qui ne doivent pas être comptées. Alors après, ça se discute. C'est collectif. Comment bon, bref, c'est une autre discussion. Moi, je ne pense pas que c'est un travail. Bon, alors après, ça c'est autre chose. Alors après, qu'il faille le répartir différemment, que c'est, etc., etc. Mais il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre du travail. Si quand je passe 3 heures à faire un plat parce que j'ai envie vraiment de cuisiner, j'espère que les gens vont de plus en plus cuisiner plutôt que d'aller acheter des trucs tout préparés, si je considère ça comme un travail productif, je rentre dans le système économique, j'ai économicisé ma vie privée, ma vie intime au plus profond. Voilà, je trouve ça assez dangereux. Bon, voilà, et je sais qu'il y a elle existe cette revendication aussi. Alors, sur la pérennisation, je crois avoir répondu. Hein, pour moi, c'est la capacité de renouveler des situations qui sont existantes. C'est ça. Hein, ce qui est pérenne, c'est ce sur lequel il y a cette remise en cause permanente. Sur ce que vient de dire Geneviève et sur la garde des enfants, il y a une variante à ça qui est intéressante. Il y a une coopérative basque espagnole qui a intégré la garde des enfants dans le travail des femmes. C'est-à-dire qu'elles font, je dis un exemple, 40 heures par semaine. Dans les 40 heures par semaine, elles ont levé 10 heures qui sont les 10 heures de garde des enfants de la coopérative. D'accord ? C'est autre chose. Hein, c'est-à-dire, vous voyez que la simple variante, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rémunérer la garde des enfants, il s'agit d'intégrer à l'intérieur du travail le fait qu'il y a un temps qui est exercé par la femme ou par l'homme, mais dans le cas, là, c'est une coopérative où il y a que des femmes, et ce temps est intégré dans le temps du travail. Voilà. Là, on a une variante, si vous voulez, qui est assez intéressante. Voilà. OK. Une autre question ? Oui, enfin, question là qui me vient après la discussion, sinon je voulais faire un commentaire, je commence peut-être par le commentaire, qui était ce que vous avez dit que Hamon avait fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire avec la loi d'économie sociale et solidaire. En fait, moi j'avais envie de dire, en termes de commentaire, que non, il a fait absolument tout ce qu'il fallait dans la logique des politiques néolibérales d'austérité qui visent à déstructurer tous les services publics de manière à les privatiser d'une certaine manière. J'imagine qu'on est d'accord. Hein, oui. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, si vous voulez, l'aspect évident, c'est que depuis 2 siècles, la coopérative, aujourd'hui, le nom de coopérative ne garantit absolument rien. D'accord ? On en a des exemples des millions. Dans la loi, il dit exactement le contraire. Il dit, si vous êtes association coopérative ou mutuelle, vous avez tous les droits. Et si vous êtes une entreprise classique, sous certaines conditions, vous y avez aussi droit. Ce qui est une erreur colossale. C'est-à-dire qu'il fallait partir du contraire. C'est-à-dire dire, c'est pas parce que vous avez le statut coopératif que vous avez la garantie de faire quelque chose qui est bien, mais en plus, mais par contre, c'est une condition nécessaire.
Donc c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Lui, il en a fait une condition suffisante, mais pas nécessaire. C'est en ce sens que je te dis, il a tout faux, quoi. Il a tout faux. Mais ça revient à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il a très raison du point de vue libéral, lui. Oui. C'est la même chose. Et du coup, la question, oui, qui me venait par rapport à la dernière discussion, là, et aussi par rapport aux questions de gratuité, est-ce que pour sortir, question de l'économicisation de nos vies, en fait, et de notre monde, au fond, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'économiste, de la proposition, des propositions d'un salaire à vie? Ah bah oui, hein. Fallait pas venir. Maintenant, il faut répondre. Là, ça va être long. Non, moi, je ne partage pas l'idée, parce que, de toute façon, je partage en général aucune idée qui est une idée qui part de l'État. Mon idée, c'est que, grosso modo, les initiatives, elles doivent partir de la société civile, et c'est que c'est petit à petit, avec la puissance de la société civile, qu'un décret est mis en place. Les coopératives sociales italiennes, elles sont nées 10 ans avant que l'État statue sur les coopératives sociales. Et on a dit, il est possible d'avoir des coopératives avec des gens qui sont handicapés, des gens qui sont addicts, etc. D'accord ? Pendant 10 ans, ils ont fonctionné, si vous voulez, sur un statut qui était hors la loi. Au bout d'un moment, ils ont décidé, l'État italien a décidé. Moi, je suis dans cette logique-là. C'est-à-dire tout ce qui est décision, qui part du haut et qui donne une espèce de règle comme ça sur la société civile, c'est toujours quelque chose sur lequel, a priori, je suis réticent. En revanche, qu'on puisse faire en sorte que la durée du travail diminue massivement, très massivement, pas 35 heures, très massivement, pour qu'il y ait un plus grand nombre de gens qui travaillent, j'en suis tout à fait favorable. D'accord ? Autrement dit, à mon avis, la logique, c'est pas de donner un salaire à des personnes, enfin une rémunération à des personnes de façon indistincte, partant d'en haut, c'est plutôt partant d'en bas, d'essayer de faire en sorte que le temps de travail qu'on passe, le temps de travail, soit de plus en plus court possible. Et de façon à ce que tout le monde ait au moins un minimum d'activité. Voilà, je suis plutôt dans cette logique-là. Oui. Un bémol près pour moi, c'est que, c'était d'ailleurs la campagne de Hamon, ce qui court aujourd'hui dans nos sociétés, c'est qu'il n'y a pas assez de travail. Parce qu'il y a plein de nouveaux trucs techniques, et que donc il n'y a pas assez de travail, donc il faut le partager. Si on veut retrouver une agriculture, qui soit vraiment une agriculture, paysanne, permaculture, je ne sais pas. Il faut beaucoup plus de monde. Si on ne veut pas mettre la productivité, la rentabilité, la productivité du travail au centre, il va falloir beaucoup plus de monde dans beaucoup de domaines. Donc l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas assez de travail pour tout le monde et il faut le partager, c'est si nous persistons dans le système dans lequel nous sommes, oui, c'est un système qui détruit le travail vivant. C'est un système qui détruit le travail vivant. Donc là, effectivement, on a une masse de chômeurs ou bien de gens extrêmement précaires et une minorité de gens qui, au contraire, ont parfois d'ailleurs des temps de travail absolument délirants. Mais dans une autre perspective, et je pense qu'aujourd'hui, là où nous en sommes, au seuil où nous sommes, on doit se poser l'autre perspective. Moi, l'idée qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde dans la société, moi, c'est une idée que je questionne. Si on veut réparer la société, si on veut réparer la Terre, avec ce que nous avons à faire, l'état de délabrement dans lequel nous sommes, c'est une vraie reconstruction. C'est une vraie reconstruction. Ça n'implique pas de ne pas diminuer le travail. Voilà. Mais en tout cas... C'est vrai, pour reprendre ce que dit Geneviève, moi j'ai pas mal travaillé sur la partie toscane de l'Italie. Vous avez pratiquement l'essentiel des vignes qui sont en vignes bio maintenant. En termes de rendement, grosso modo, ils perdent 30% sur l'agriculture intensive. 30%, c'est-à-dire qu'ils ont une chute de la productivité et donc ça veut dire que pour une même quantité de terre, ils sont obligés d'avoir beaucoup plus de monde. Ça, en permaculture, c'est le principe. Les AMAP, c'est le principe. Si il y a 20 ans, on nous avait dit que quelqu'un qui est maraîcher peut vivre avec une petite rémunération, je vous l'accorde, hein, mais une petite rémunération avec 1 hectare de terre, hein, mais attendez, on n'aurait pas fait de l'agriculture ce qu'on en a fait. C'est parce que dans les années 60, le Crédit Agricole en première ligne a dit à tous les agriculteurs, écoutez, soit vous achetez des terres, vous vous industrialisez, soit vous êtes foutus.
Hein, et si à cette époque-là, on leur avait dit, mais non, il y a peut-être une autre manière de faire, ça aurait changé la donne. Ça dépend de quoi on rêve effectivement comme monde. C'est pas juste une question de capacité, de manière de faire, hein, c'est une question d'imaginaire. Mais en tout cas, sur ces deux registres-là, on revient directement à ce qu'évoquait Geneviève ce matin, c'est le partage de la sueur, l'équité de la sueur. C'est-à-dire que si on veut entretenir le monde, et non pas le faire entretenir ni par des machines, ni par des personnes esclaves, voilà. Effectivement, il faut juste que tout le monde s'y colle un petit peu. Et donc, forcément, il y a un peu moins de tracteurs, il y a un peu plus de paysans, enfin, il y a beaucoup plus de paysans. Et ce que disait Geneviève ce matin, c'est que être agriculteur paysan aujourd'hui, ça veut dire être 2, 3 ou 10 pour faire une espèce de surveillance active du territoire que l'on habite et de manière à avoir une espèce de veille qualitative, attentive, permanente de l'ensemble du monde que l'on arpente, c'est un défi inouï. Là où avant, il y avait effectivement 2000 personnes sur un territoire un petit peu plus grand. Mais voilà, donc aujourd'hui, cette manière-là d'entretenir le territoire et non plus de produire, hein, mais d'accomplir quelque chose, une tâche, c'est absolument épuisant parce que justement, le partage du travail est absolument aberrant dans le monde dans lequel on est. Toutes les réflexions sur la question du low-tech, pour ceux qui travaillent là-dessus, le fond de l'affaire, c'est essentiellement, principalement, de basculer justement sur du travail humain, hein, le travail de machines plus ou moins high-tech, peu importe, ce n'est pas un problème d'allergie à la technique ou à la technologie, tout ce que vous voulez, c'est simplement de rebasculer une part du travail sur les communautés humaines, parce que ça enrichit d'autres, ça accomplit d'autres choses que juste la production. Attendez le micro. Oui. Du coup, j'avais une question sur les coopératives et sur le nombre d'individus nécessaires pour faire fonctionner une activité. Et justement, dans le principe, est-ce que la coopérative n'est pas censée permettre la mise en commun d'un certain nombre de choses et donc d'économiser du temps de travail et de la force de travail, ou en tout cas de la mettre en commun? Et que du coup, si on a besoin de beaucoup de gens pour réparer le monde et améliorer les choses, est-ce qu'il n'y a pas justement une économie à faire dans la mise en commun? Et est-ce que, du point de vue comptable, on va dire, on est capable de produire mieux à plusieurs, voilà. Et du coup, dans la coopérative, dans la coopération entre les individus, est-ce qu'on arrive à dégager de l'amélioration des choses? Sûr de bien comprendre la question. Si vous voulez dire qu'il y a quelque chose de collectif qui se crée à partir de la coopération, oui, c'est la définition de la coopérative. C'est la définition qu'on donnait à Proudhon, hein, quand il disait, il y a dans la critique qu'il faisait de Marx, il disait Marx pense que la plus-value provient de l'exploitation de la force de travail d'un individu, et ce qu'ajoute Proudhon, c'est de dire c'est le collectif qui n'est jamais payé. Hein, c'est le collectif, il est toujours accaparé. Le propre de la coopérative, c'est que ce surplus il est accaparé par la totalité des coopérateurs, donc dans la totalité des personnes. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question. Hein. Si vous voulez dire, est-ce qu'elle est plus efficace en termes capitalistes, hein, en termes de trucs là, bon, je ne sais pas. Vous pourrez trouver l'envers et son contraire. Vous avez des coopératives qui sont très performantes du point de vue capitaliste et d'autres qui le sont moins. Je crois que ce qui m'a intéressé dans les cas européens que j'ai étudiés, d'agglomération de coopératives sur les territoires, c'est le fait que, d'une certaine manière, elles cassent avec le marché. C'est-à-dire qu'elles créent des liens qui, à l'intérieur, les unes d'entre elles, avec les autres, se mettent dans des situations où finalement, vous avez une coopérative en amont qui renvoie une coopérative en aval, et donc ils font disparaître le marché. Il n'y a plus de marché. Ça, c'est terrible en Italie. Tout ce qu'on a évoqué sous le terme de district coopératif fonctionne tout le temps comme ça. Donc vous avez des vallées où vous avez des lunettes, mais les lunettes, vous avez le verrier qui est à côté, le verrier s'adresse à celui qui fabrique le plastique s'adresse... Et ils ont des vallées entières comme ça, dans lesquelles, si vous voulez, c'est grosso modo une absence de concurrence. C'est-à-dire qu'ils s'envoient eux-mêmes leurs propres clients, ils sont eux-mêmes les propres fournisseurs. C'est pas trop loin de ce qu'a
évoqué Gide dans la République coopérative, c'était ça son idée. Hein. La République coopérative, c'est des coopératives de consommation qui vont acheter les entreprises qui produisent, puis ensuite qui vont remonter à l'agriculture, et il imaginait une république qui serait une république de coopératives. C'est ça son idée. Et en fait, dans les systèmes agglomérés en Europe, ils fonctionnent tous comme ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une très très forte pénétration. Alors vous avez un petit exemple d'un étudiant qui a monté un truc qui s'appelle les ateliers à Castres. C'est rigolo, c'est une ancienne friche et dans lequel vous avez en bas, au milieu, un restaurant qui doit faire à peu près 150 repas par midi. Bon, ce restaurant, il achète toute la nourriture à des agriculteurs qui sont réunis au rez-de-chaussée. Mais les agriculteurs réunis sont aussi ouverts sur les autres clients. Ils ne servent pas que le restaurant. Le restaurant, par contre, il se sert uniquement là-dessus. Vous avez des meubles, ces meubles, vous avez toujours des étiquettes. Et vous pouvez acheter la table sur laquelle vous êtes en train de manger ou la chaise sur laquelle vous êtes assis. Parce qu'ils viennent de la ressourcerie. Ils ont créé une ressourcerie qui fournit les meubles. C'est-à-dire qu'ils créent à l'intérieur une espèce de milieu, si vous voulez, qui fait qu'il y a interconnexion de toutes les structures les unes avec les autres. Et du coup, ils gagnent sur tous les tableaux. Hein, c'est-à-dire qu'ils reprennent toute la chaîne de valeur depuis le début jusqu'à la fin. Hein, et donc ça, c'est une clé du monde coopératif lorsqu'il est bien organisé, c'est-à-dire lorsque sur un territoire, il se joue quelque chose du territoire. Et ce n'est pas pour rien que ces territoires-là sont des territoires qui, politiquement, sont des territoires très identifiés. C'est le Pays basque espagnol, mais pour une raison évidente. C'est un petit peu la Catalogne, un petit peu moins. C'est en partie l'Andalousie. C'est en partie le Trent, la région du nord de l'Italie au sud de l'Autriche. Et toutes ces caractéristiques de ces régions, c'est qu'elles sont généralement loin du pouvoir central. C'est-à-dire qu'elles sont loin de la capitale, toujours. Hein, c'est une des clés. Ça montre la distanciation qu'il y a, si vous voulez, par rapport au pouvoir d'État. Sur la question de l'efficience d'un certain nombre de coopératives et de mise en commun, qui sont deux choses différentes, ce sera en gros toute la matinée de demain. Donc n'hésitez pas. Ce sera plutôt du côté de la ZAD et de Notre-Dame-des-Landes, mais il sera question de la coopérative bocagère, de l'entretien de la forêt et de la mise en commun des terres, avec la question foncière et justement d'un fonds de dotation pour gérer cette question de la propriété. Alors, Clément. Bonjour, j'aurais aimé apporter un commentaire sur le double sens de don, qui est arrivé pour moi dans mon métier du travail du bois et qui faisait écho, tout ce que vous avez théorisé a fait énormément écho de manière pratique en fait, par rapport à mon expérience courte mais intense. Le don, le premier dont vous parliez, du don collectif et sociétal, donc je travaille le bois, et je me suis rendu compte que l'industrie a cassé complètement tout un système de dons où on récupérait même des choses qui étaient de l'ordre du déchet, vraiment, qui n'avaient presque plus de valeur, mais qui est, par exemple, en menuiserie ou en ébénisterie, la fabrication des cols était faite avec les déchets de la boucherie, c'est-à-dire qu'on récupérait les nerfs, les os, la peau, qui n'était pas utile en tannerie. Et comme ça, à l'infini, et pour les autres métiers, c'était aussi le cas. Et du coup, il y avait forcément une obligation de lien social et sociétaux où on n'était pas obligé de bien s'entendre, dans le sens de trouver que l'autre est incroyable, mais il y avait une sorte de respect mutuel pour son métier et pour la matière qu'il pratiquait, et de valoriser comme ça à l'infini. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'écologie maintenant. En fait, c'était très très concret. En fait, l'écologie, on ne la faisait pas, elle se faisait. Parce que chaque déchet était réutilisé et prenait une valeur puissante et concrète, quoi.
Donc ça, c'était pour le premier don, qui était presque une obligation, et qui en était d'autant plus belle, je trouve. Et l'autre don, parce que vous parliez à la fin de savoir qu'est-ce que l'on veut faire, et pendant longtemps, je me suis posé cette question, qu'est-ce que je veux faire, et est-ce que la question n'était pas ce pourquoi je suis fait, et ce pourquoi je suis fait qui serait fait pour la société. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un terme japonais qui s'appelle Ikigai. L'ikigai, c'était un courant qui a essayé de définir ce que c'était que le bonheur au Japon. Et leur manière en fait de le définir, c'est que l'ikigai, on pratiquerait ce pourquoi on serait fait, c'est-à-dire ce pourquoi on aurait eu un don. Après, le don, il vient de là où on veut, c'est-à-dire est-ce que c'est un don qui vient, je ne sais pas, de très très loin, ou juste des gens qui nous ont donné tout autour de nous. La première chose, donc, c'est développer notre propre don, pouvoir en vivre, c'est-à-dire que ce soit monétaire ou pas, mais que ça puisse faire partie à des échanges, et donc il y a une reconnaissance à travers ça. C'est-à-dire qu'on reconnaît ce qu'on fait pour quelque chose qui a une valeur et qui peut être échangé. Et la troisième, en fait, c'était de pouvoir en vivre correctement. Voilà. Et pour eux, c'était ça les trois piliers de l'ikigai et qui amenait un bonheur. Pardon, et le quatrième, c'est que ce ne soit pas néfaste pour la société, qui est quand même quelque part assez important, je le crois. Le don, quand je parlais du don, c'était pas au sens de je suis doué, j'ai un don. Parce que ça, il faut faire attention, c'est aussi le support d'une pensée très méritocratique, disons. Hein, les dons sont inégalement distribués, mais on n'y peut rien, c'est la nature. Je ne suis pas faite pour ça, je ne suis pas faite pour faire des études, je suis faite pour faire des ménages. En général, bon, là, ce sont des dons assez construits en général quand même. Hein, ce pourquoi nous sommes faits. Bon, c'est souvent quand même, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des parts, peut-être, et je l'espère, qui relèvent d'autres choses, mais il y a une part quand même qui est très, très construite. Donc je n'évoquais pas ce don, ce truc méritocratique du don personnel, quoi. Et justement, dans une coopérative, c'est ça qui est intéressant, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais qui ne supprime pas du travail, mais à mon avis, qui en donne du travail encore plus. Parce que si on veut que véritablement, ce que disait Jacques, c'est-à-dire le côté politique de la coopérative subsiste, ça veut dire qu'il faut multiplier quand même un certain nombre. Il ne faut pas faire de la réunionite, ça existe aussi ce genre de choses, mais ça suppose qu'il y a un temps qui n'est pas un temps de la production, qui est aussi un temps de partage dans la structure pour décider ce qu'on fait, comment on le fait, etc., etc. Et c'est un temps qu'on ne doit surtout pas réduire, celui-ci, et qui du coup fait qu'on a besoin d'embaucher aussi du monde pour faire face à... Et ce temps-là, quand ce temps-là est réduit dans la coopérative, généralement, c'est la bascule de la coopérative vers une entreprise qui a un statut coopératif, mais qui, dans sa logique, est dans la logique du marché, de l'efficience, Et puis, bon, je crois que la coopérative, ce qu'elle apporte, c'est que c'est 1 + 1 égale pas 2, quoi. 1 + 1, ça fait 3 ou 4. Il y a quand même des processus d'intelligence collective. Je pense que ce que vous vouliez dire, c'est que dans certaines coopératives agricoles, et c'est un intérêt aussi, plutôt que chacun achète son tracteur et chacun achète sa machin, il y a une mise en commun du matériel. Bon, ça, oui. Mais pour ce qui est du travail, c'est autre chose. La mise en commun du travail ne veut pas dire pour autant que le temps de travail va diminuer. Ça dépend du modèle de société qu'on a. On peut choisir, par exemple, je vais peut-être vous horrifier, je ne sais pas, mais moi, je me pose des questions vis-à-vis de ça, par rapport aux tracteurs qui esquintent complètement les sols, de revenir à des systèmes de traction animale, par exemple. Il y a des expériences agricoles de traction animale, mais en termes... Et alors, il faut faire attention aussi par rapport aux animaux, tout ça, bon. Mais en termes d'énergie humaine, c'est beaucoup plus que si vous avez le tracteur avec ordinateur dessus, enfin, bon, bref, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, c'est ça, c'est là que
le sujet est intéressant, il doit être discuté collectivement, il faut du temps. Voilà, il faut la lenteur, ce que j'ai aimé dans le film aussi. J'ai adoré dans ce film, vraiment, le temps qu'il nous impose, parce que moi, par moments, c'est dur, hein. On a envie que ça s'arrête, quoi, de se dire genre, qu'il tombe l'arbre, on n'en peut plus, quoi, on transpire avec lui, mais il a pris le temps, il y a tout ce temps long, c'est très très long, quoi. Mais je trouve que c'est bien de le montrer aussi. Mais si je dis ça, la lenteur, la contemplation, eh bien ça veut dire que c'est aussi du temps. Hein, et donc dire on réduit le temps de travail au maxi, on comprime. Alors qu'on réduise le temps contraint, bon après on peut discuter, mais pour moi ça participe de l'accélération, si on ne le réfléchit pas bien. Alors, ça tenait un peu oui, ça tenait aussi un peu plus du commentaire. J'ai pas vraiment de questions, mais du coup, le don tel qu'il a été amené par Clément, j'ai bien aimé parce que c'était pas très défini, donc c'était pas quelque chose de sacré. Je trouvais que ça posait la question de ce que chacun se donne, et du coup, en fait, ça rappelait en fait l'opportunité qu'on donne pas assez. De réaliser qu'il n'y a pas de déterminisme et qu'il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans une forme de je suis pas doué pour ça. Et donc, en fait penser à toutes ces structures qui permettent de ne pas avoir une spécialisation et que en fait, chacun puisse se pousser les uns les autres vers le haut. Et donc, en fait, revoir le don aussi comme ça. Dans cette forme très horizontale où on puisse, qui puisse, je me perds dans ce que je dis, excusez-moi. Bref, et en plus j'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire. C'est pas grave, on a le droit aussi. Si ça revient ou ça revient pas? Pas tout de suite. Bon. Ok, oui, juste une chose sur les tracteurs ou les animaux, etc. L'un des éléments vraiment déterminants de toutes ces questions sur la technique, c'est que ces objets sont toujours pris dans des mondes. Le tracteur, c'est pas un tracteur tout seul, le téléphone, c'est pas un téléphone tout seul, s'il n'y avait que ça. Mais le tracteur, c'est toute la production de l'acier, du caoutchouc, l'exploitation des EVA, etc. etc. Vous ne pouvez pas avoir un tracteur sans tout l'arrière-monde qu'il produit. Et tout le monde d'après, dans lequel il faut lui mettre de l'essence, etc., de la donnée, si vous avez de l'informatique. Donc la question des objets techniques, c'est la question de leur monde, du monde. Donc quand vous travaillez avec un cheval, ou quand vous travaillez avec un tracteur, vous ne travaillez pas dans le même monde. Voilà. C'est pas un tracteur, ça fait du CO2, un cheval, ça fait du crottin pour fertiliser votre terre. Donc voilà, c'est quand même des points de basculement qui ne sont pas négligeables. La question technique, encore une fois, c'est pas pour ou contre, c'est dans quel monde nos vies sont-elles encastrées, quoi. On s'arrête là pour aujourd'hui. On a encore du grain à moudre pour demain. Mais en tout cas, voilà, je pense que depuis ce matin, cette question de ce qui compte pour nous, de la gratuité et de quels sont les mondes que l'on souhaite voir advenir, soutenir, dans lesquels on espère vivre malgré ce qu'on nous promet. On aura déjà fait un petit tour aujourd'hui. Merci à tout le monde et puis à demain pour tous ceux qui seront là demain. Voilà, une bonne soirée.